Je suis rentré plus tôt que prévu de ma chirurgie pour trouver ma sœur et mon mari dans notre lit. Après l'avoir accueillie chez moi quand elle a perdu son emploi, c'est ainsi qu'elle me l'a rendu. Je suis parti sans un mot, j'ai bloqué les comptes et j'ai changé les serrures. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans. Avant de vous raconter comment j'ai exposé leur plan dégoûtant et calculé devant toute ma famille et tout récupéré, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le silence fut la première chose que je remarquai. C'était un silence profond, surnaturel, qui me semblait mauvais jusqu'aux os. Après avoir quitté l'hôpital un jour plus tôt que prévu, faible et endolori après une appendicectomie, je m'attendais à retrouver une semblance de vie. Le léger bourdonnement de la télévision, peut-être le son de David, mon mari, lors d'un appel professionnel. Il était censé travailler de la maison pour s'occuper de moi. Ma sœur cadette, Chloé, qui était notre invitée depuis si longs mois, était censée être dehors à chercher du travail. Mais l'appartement était complètement silencieux. C'était le silence lourd, sans souffle, d'une respiration retenue, et cela fit hérisser les fins poils de mes bras d'une terreur soudaine et froide. Je posai mon petit sac de nuit près de la porte, mes mouvements me semblant lents et maladroits. La douleur sourde dans mon flanc était une lancinante familière, mais une nouvelle douleur plus vive commençait à éclore dans ma poitrine, une boule d'angoisse. Je n'ai pas appelé leur nom. Un instinct primal m'avait averti de ne pas le faire. La sensation que crier dans ce silence oppressant briserait quelque chose de fragile et d'irréversible. Je me suis déplacé dans le couloir, mes chaussons d'hôpital chuchotant sur les planchers de bois franc poli. La porte de notre chambre, que je gardais toujours grande ouverte pour laisser entrer la lumière, était presque entièrement fermée. Il ne restait qu'une fine fente d'obscurité. En me rapprochant, je l'ai entendu. Un doux murmure, un son que je ne pouvais pas tout à fait identifier, suivi d'un rire bas et guttural. C'était le rire de Chloé, celui que nos parents décrivaient toujours comme tintinabulant, comme un jeu de carillons éoliens délicats. Mais l'entendre maintenant derrière la porte de ma chambre, cela ressemblait à du verre brisé. Mon sang se glaça, une boue glaciale dans mes veines. Ma main me semblait déconnectée de mon corps alors que je tendais la main et poussais la porte. Et là, ils étaient dans mon lit, dans le grand lit à baldaquin que David et moi avions passé un week-end entier à assembler il y a 5 ans, riant et nous disputant sur les instructions. Les draps frais et propres que j'avais mis juste avant d'aller à l'hôpital étaient un désordre emmêlé et chaotique autour de leur corps. Ils ne m'ont pas vu d'abord. Ils étaient perdus dans leur propre petit monde désordonné. La tête de David enfouie dans le creux du cou de Chloé, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. La trahison était si absolue, si obscène visuellement, qu'elle donna l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Ce n'était pas seulement mon mari depuis 10 ans. C'était ma propre sœur. La sœur que j'avais accueillie sans hésitation quand elle avait perdu son emploi et n'avait nulle part ailleurs où aller. La sœur dont je payais les factures. La sœur qui mangeait ma nourriture et portait mes vieux pulls. Ma première impulsion ne fut ni de crier ni de jeter quelque chose. Ce fut un calme étrange et terrifiant, une sensation de flotter en dehors de mon propre corps. C'était comme si un interrupteur s'était activé dans mon cerveau, éteignant toute émotion pour prévenir une surcharge catastrophique. J'ai remarqué la façon dont le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air. J'ai vu la pile de vêtements de travail de David jetée sur le fauteuil dans le coin. J'ai vu le jean bon marché et tendance de Chloé jeté sur le sol près de mon côté du lit. Puis David a bougé, levant la tête. Ses yeux, embrumés de plaisir, rencontrèrent les miens par-dessus l'épaule nue de Chloé. Le changement fut instantané. La panique, pure et non diluée, effaça la satisfaction paresseuse de son visage. Il se figea comme un animal effrayé, la bouche ouverte, un eau silencieux d'incrédulité. Chloé, sentant son corps se raidir, tourna la tête, un regard interrogateur sur son visage. Son expression passa de la content à l'horreur aux grands yeux en une fraction de seconde. Émilie, souffla-t-elle, sa voix un murmure coupable alors qu'elle se précipitait pour tirer le drap jusqu'à son menton. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, laissant le silence s'étirer et s'épaissir, les laissant s'étouffer. Je voulais qu'il voie mon visage. Je voulais qu'il mémorise le regard vide et mortel de la femme dont la vie il venait de faire exploser. Je soutenais leur regard pendant 5, 10, 15 secondes, une éternité. Puis, avec une délibération qui me semblait étrangère, je me suis retourné et je suis parti. J'ai entendu un brouhaha frénétique derrière moi, une cacophonie de draps bruissants et de murmures paniqués. David a crié mon nom,
sa voix craquant. Émilie, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. La stupidité insulting de ce cliché faillit me faire rire. Je ne me suis pas arrêté. Je suis retourné dans le couloir, et ramassé mon sac de nuit, et ouvert la porte d'entrée et suis sorti dans le couloir de l'immeuble. J'ai fermé la porte doucement derrière moi. Le doux clic du loquet glissant en place fut le son le plus fort du monde. C'était le son de ma vieille vie qui prenait fin. C'était le son d'une porte qui se fermait sur la femme que j'étais autrefois. Je suis arrivé tant bien que mal à ma voiture, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine insérer la clé dans le contact. Quand le moteur a finalement démarré, j'ai simplement conduit. Je n'avais aucune destination. La ville devint un flou de feux de circulation et de vitrines, un mélange de béton et de verre que je voyais mais que je n'enregistrais pas. Mon esprit était un diaporama frénétique de souvenirs en boucle. Chacun était maintenant recontextualisé, empoisonné par la scène à laquelle je venais d'assister. L'appel téléphonique de ma mère il y a 6 mois passait en boucle dans ma tête d'une manière torturante. Émilie, ma chérie, tu as cette grande chambre d'amis et elle est juste là, vide, avait-elle dit, sa voix dégoulinant de cette marque spéciale de culpabilité maternelle qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Chloé a perdu son emploi. La pauvre petite. Elle n'a nulle part ailleurs où aller. C'est ta sœur. La famille doit être la l'une pour l'autre. Tu es la responsable. Tu as toujours été si capable. Et moi, la fille toujours belle, la responsable, j'avais cédé. Malgré un emploi exigeant dans le marketing qui nécessitait souvent de longues heures, malgré le paiement de la majeure partie de l'hypothèque de l'appartement que David et moi partagions, j'avais dit oui parce que c'est ce que je faisais. Je réparais les choses. Je m'occupais des gens. Puis il y eut le souvenir d'un dîner de famille quelques semaines plus tôt. J'avais juste reçu une promotion majeure au travail, un jalon important vers lequel j'avais travaillé pendant des années. J'étais maintenant directrice principale avec une augmentation de salaire significative. Mais avions-nous célébré mon succès? Non. Mes parents, avec David hochant la tête avec enthousiasme, ont passé tout le dîner à s'extasier sur la résilience de Chloé. Elle profite de ce temps libre pour vraiment trouver son côté créatif. Ma mère avait dit. Elle pense à lancer un blog. Elle a une vraie étincelle, celle-là, avait ajouté David, donnant à Chloé une étreinte du bras qui dura juste une seconde de trop. J'avais ressenti un picotement d'irritation à l'époque, un sentiment familier d'être ignoré, d'être le fondement solide et ennuyeux sur lequel les membres plus intéressants de ma famille pouvaient se tenir debout. Maintenant, ce souvenir semblait sinistre. Leurs regards échangés, leurs blagues internes dont je n'ai jamais eu connaissance, tout cela s'était passé juste devant moi. J'avais payé la nourriture même sur la table où ils se moquaient silencieusement de moi. Mes sacrifices défilaient dans mon esprit. J'avais utilisé la majeure partie d'un petit héritage de ma grand-mère pour effectuer un remboursement plus important sur notre hypothèque, un investissement que je pensais que David et moi faisions dans notre avenir ensemble. J'avais travaillé tard la nuit pour couvrir nos factures lorsque le travail indépendant de conception graphique de David était en baisse. J'avais organisé tous les Thanksgiving et Noël, planifiant et cuisinant pendant des jours parce que Chloé était trop stressée par la recherche d'emploi. Et David n'était tout simplement pas un planificateur. J'étais le roc, la personne fiable, la personne sur laquelle ils avaient construit leur petit monde secret et désordonné, et ils venaient de dynamiter les fondations. La douleur sourde dans mon flanc de la chirurgie s'était transformée en un feu ragigne. Mais l'agonie émotionnelle était un poids physique, une pression écrasante sur ma poitrine qui rendait impossible la respiration. J'ai dévié dans le parking d'un centre commercial désert, les pneus crissant sur le gravier. J'ai claqué la voiture en position de stationnement et finalement le calme surnaturel qui m'avait enveloppé s'est brisé en 1000 morceaux. Un sanglot a jailli de moi, un son animal brut de pure douleur. Je me suis affalé sur le volant, mon front pressé contre le plastique dur, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la femme qui était si désespérée d'être une bonne fille, une bonne épouse, une bonne sœur, qu'elle n'a jamais arrêté de demander si elles étaient bonnes pour elle. J'ai pleuré pour ma propre cécité volontaire. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit rauque, mes yeux soient gonflés et qu'il n'y ait plus de larmes. Quand ce fut fini, il ne resta qu'un vide creux et résonnant. La rage avait disparu. Le chagrin avait disparu. À leur place, quelque chose de nouveau, quelque chose de dur, de froid et de terrifiant clair. C'était la résolution. Je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage taché de larmes avec le dos de ma main et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regardait était une étrangère.
Ses yeux étaient gonflés et rouges, mais ils n'étaient pas faibles. Ils étaient de silex. Ils étaient finis. J'ai pris une profonde inspiration, haletante. Puis j'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient maintenant stables. J'avais un appel à passer. Olivia, j'ai dit, ma voix rauque mais ferme. C'est moi. Quelque chose s'est passé. Il y eut une brève pause à l'autre bout. Olivia, ma meilleure amie depuis que nous étions colocataires à l'université, un requin du droit des divorces et la personne la plus farouchement loyale que je connaissais. Émilie, tu as l'air mal. Tu vas bien? Où es-tu? Je vais bien, j'ai dit, et la certitude dans ma propre voix m'a surprise. Mais j'ai besoin d'un endroit où rester. Et j'ai besoin d'un avocat. Ma porte est toujours ouverte. Tu le sais, dit-elle, son ton passant sans problème d'amie inquiète à professionnel concentré. Viens ici. Ne retourne pas à l'appartement. Ne leur parle pas, viens juste ici. Nous allons régler ça comme il faut. Entrer dans l'appartement élégant et minimaliste d'Olivia, de l'autre côté de la ville, a ressemblé à franchir un portail vers une autre réalité. C'était propre, organisé et bénédictionnellement calme, tout ce que ma vie n'était pas. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage dévasté, m'a serré dans une étreinte féroce qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas, puis m'a dirigé vers son canapé moelleux. Elle m'a tendu un verre d'eau et 2 ibuprofènes sans un mot. D'abord, repose-toi, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tu as subi un choc majeur en plus d'une chirurgie majeure. Demain, nous irons à la guerre. J'ai dormi sur son lit d'invité confortable pendant 10 heures, un sommeil profond et sans rêve, pur épuisement physique et émotionnel. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil filtrait par la fenêtre. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir, je ne ressentais pas le poids pressant immédiat des besoins ou des attentes de quelqu'un d'autre. Il n'y avait qu'une seule chose en tête. Reprendre le contrôle. Olivia était déjà à son îlot de cuisine, son ordinateur portable ouvert, 2 tasses de café fumantes qui attendaient. Elle me regarda, son expression un mélange de sympathie et d'acier. Prête? J'ai hoché la tête, prenant une gorgée du café noir fort. Cela ressemblait à verser du carburant sur le feu froid dans mon ventre. Prête? Ok, dit-elle, tournant son ordinateur portable vers moi. Voici le plan de bataille. Nous agissons vite et nous agissons de manière décisive avant que David n'ait une chance de raconter son récit, de te manipuler ou de déplacer des actifs. La première chose que nous faisons est de construire une forteresse financière autour de toi. Il ne s'agit pas de vengeance, Émilie. Il s'agit de stratégie. Pendant la prochaine heure, Olivia, mon brillante amie avocate, m'a guidé. Elle a présenté une série d'étapes juridiques précises conçues pour me protéger et les neutraliser. Mon premier appel fut au service des ressources humaines de mon entreprise. J'ai été surprise par la régularité et le professionnalisme de ma voix. Bonjour. C'est Émilie Lawson. J'ai besoin de mettre à jour mes informations de dépôt direct avec effet immédiat. J'ai lu le numéro de compte d'un nouveau compte courant personnel qu'Olivia m'avait aidé à ouvrir en ligne quelques instants auparavant. Mon prochain salaire, un paiement significatif grâce à ma récente promotion, n'atterrirait pas dans le compte joint auquel David avait accès. C'était la première brique de ma nouvelle forteresse. L'étape 2 fut une série d'appels à nos institutions financières. Avec Olivia me conseillant sur la terminologie exacte, j'ai appelé la ligne du service client pour nos cartes de crédit communes. Je déclare mes cartes perdues ou volées, dis-je, le mensonge ressemblant à un petit avant-goût de justice. J'ai demandé que le compte soit bloqué et qu'une nouvelle carte soit délivrée uniquement à moi, envoyée à une nouvelle adresse, l'adresse d'Olivia. Ensuite, la banque. Je voudrais placer une limite de retrait de 1 euro sur notre compte d'épargne joint en attendant un accord de séparation légale. Le représentant était poli et efficace. En 20 minutes, l'accès financier de David à moi fut coupé. Il était seul. L'étape 3 fut la plus symbolique, la plus satisfaisante. J'ai trouvé un serrurier ouvert 24h24 en ligne. J'ai besoin d'un changement de serrure d'urgence à mon appartement, ai-je dit à l'homme au téléphone. Mes clés ont été volées. Nous avons convenu de nous rencontrer à midi. Je savais que David avait une réunion déjeuner avec un client potentiel qu'il essayait d'impressionner. Et Chloé, dans sa paresse infinie, allait généralement à un cours de spinning à cette heure-là, une adhésion que je payais. En conduisant vers l'appartement, un froid sens du but s'installa en moi. Ce n'était plus ma maison. C'était un espace contaminé,
Une scène de crime. Quand je suis arrivé, le serrurier, un homme costaud aux yeux gentils, attendait déjà. Pendant qu'il travaillait, forant les anciennes serrures avec un bruit fort et gémissant qui ressemblait à une libération. Je suis entré une dernière fois. J'ai traversé les pièces silencieuses, un fantôme dans ma propre vie. Je suis allé directement dans la chambre principale. Le lit était fait à la hâte. Une tentative pathétique d'effacer leur péché, mais je pouvais encore sentir l'odeur cloying du parfum de Chloé sur les oreillers. Une vague de nausée me frappa, mais je l'avalai. Il y avait du travail à faire. J'ai sorti 2 grandes valises du haut de l'armoire. Méthodiquement, cliniquement, j'ai commencé à emballer leurs affaires. J'ai emballé les chemises chères de David, sa collection de romans graphiques, son ordinateur portable et tous ses câbles. En emballant ses affaires, j'ai trouvé une photo encadrée sur sa table de chevet, une photo de nous le jour de notre mariage. J'ai regardé la femme souriante et pleine d'espoir sur la photo, et j'ai ressenti une pointe de pitié pour elle. J'ai retiré la photo du cadre, les déchiré proprement en 2 et les jeté dans la poubelle. Puis je suis passé aux affaires de Chloé. Ses tenues bon marché et tendance, dont beaucoup lui avaient été prêtées par moi et jamais rendues. Sa vaste collection de maquillage. La pile de livres de développement personnel idiots qu'elle avait achetés avec mon argent. Je n'ai pas jeté les choses. Je n'ai rien déchiré. J'ai plié chaque article proprement. C'était un processus chirurgical détaché. Avec chaque chemise pliée, je repliais un morceau de mon passé, le rangeant pour toujours. J'ai trouvé la tablette que David utilisait pour son travail de conception posée sur la table de chevet, en charge. Il devait l'avoir oubliée dans sa hâte de me courir après. Sur un coup de tête, je l'ai débranché et emballé dans son sac. C'était mesquin, mais je m'en fichais. Il n'en aurait pas besoin pour le travail qu'il faisait pour moi. Quand j'ai eu terminé, j'ai traîné les 2 lourdes valises jusqu'à la porte d'entrée. Le serrurier venait de finir d'installer le nouveau verrou de sécurité de haute sécurité. Il m'a tendu un jeu de 3 nouvelles clés brillantes. Elles semblaient lourdes et puissantes dans ma paume. « Tout est en ordre, madame, dit-il. Personne ne passera par là sans l'une de celles-ci. » Je l'ai payé, le remerciant pour son travail rapide. Après son départ, je suis resté dans le couloir vide un moment. J'ai ouvert la porte une dernière fois, j'ai poussé leurs valises sur le paillasson, puis j'ai fermé et verrouillé depuis l'intérieur. Le claquement solide et satisfaisant des lourds verrous glissant en place fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. De retour à l'appartement d'Olivia, mon téléphone, que j'avais laissé sur silencieux, a commencé à s'allumer. D'abord, une série de messages de plus en plus frénétiques de David. « Émilie, où es-tu ? Nous devons parler de ça. » « Sérieusement, réponds à ton téléphone. » « Ma clé ne fonctionne pas. » « Qu'est-ce qui se passe ? As-tu changé les serrures ? » Puis vinrent les appels, l'un après l'autre. Son nom clignotait sur l'écran. Je le regardais sonner. Un petit frisson vicieux me parcourut. Je l'ai laissé aller en messagerie vocale à chaque fois. Vers 17h, un nouveau numéro a appelé. Ma mère. Je savais que je devais répondre à celui-ci. Je me suis préparé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté. « Émilie, qu'est-ce que cela signifie ?» a-t-elle hurlé, sa voix un clou aigu sur un tableau noir. Il n'y eut pas de bonjour, pas de « comment te sens-tu après ta chirurgie ?» Juste une accusation pure et non diluée. « Chloé vient de m'appeler. Elle est en larmes. Tu l'as jetée dehors dans la rue. Elle est David. Comment peux-tu être si sans cœur ?» J'ai écouté sa diatribe, mon cœur une pierre froide et dure dans ma poitrine. Chaque once de son inquiétude était pour Chloé, l'enfant d'or, la victime perpétuelle. Pas une seule question pour savoir si j'allais bien. Pas un seul éclair de curiosité sur ce qui aurait pu provoquer une action aussi drastique de la part de sa fille aînée toujours fiable et toujours placide. « Je ne vais pas en discuter avec toi en ce moment, maman, ai-je dit. Ma voix était dangereusement calme. Ne pas en discuter. Ta sœur n'a nulle part où aller. Elle est debout sur le trottoir avec ses valises. Après tout ce que nous t'avons appris sur l'importance de la famille. » « Qu'est-ce que vous m'avez appris sur la famille ?» ai-je interrompu, la glace dans ma voix se fissurant avec une colère soudaine et vive. « Que c'est mon travail de nettoyer les désordres de tout le monde. Que je suis censé m'immoler pour garder tout le monde au chaud, que ma maison est un hôtel gratuit et mon compte bancaire un fonds public. Ma décision est définitive. Tu es égoïste et vindicative, Émilie.
Ce n'est pas toi. Tu as raison, ai-je dit, et un profond sentiment de clarté m'a envahi, faisant taire les derniers vestiges de culpabilité. Ce n'est pas moi. La vieille Émilie est partie. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse bredouiller un autre mot. Ensuite, systématiquement, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de mon père. J'ai bloqué Chloé et j'ai bloqué David. Le silence qui s'ensuivit fut béni. C'était le silence de la liberté. Mais alors que j'étais assise là à regarder l'écran noir de mon téléphone, un sentiment lancinant est revenu. C'était trop facile. Leur audace, leur confort dans ma maison, cela semblait plus qu'une simple liaison passionnée. Cela semblait qu'ils croyaient avoir le droit d'être là, le droit à ma vie. Je n'avais juste pas encore la preuve. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse juridique. Olivia était mon ancre, me guidant à travers les premières étapes déconcertantes du dépôt de la demande de divorce. Elle était la combinaison parfaite d'amie compatissante et d'avocate impitoyable. Nous devons tout documenter, Émilie, insista-t-elle un soir alors que nous étions entourés de relevés bancaires. Chaque actif, chaque dette, nous avons besoin d'une image financière complète et indéniable avant qu'il n'ait une chance de cacher quoi que ce soit. C'est ce qui m'a ramené à la tablette. Quelques nuits plus tard, pendant qu'Olivia faisait un jogging tardif, j'ai sorti la tablette de David du sac de ses affaires que j'avais stocké dans le coin de la chambre d'amis. Je me suis dit que j'étais juste minutieuse, cherchant des documents financiers que j'aurais pu manquer, tout ce qui pourrait être pertinent pour la procédure de divorce. Mais une curiosité plus profonde et plus sombre me rongeait. J'avais besoin de comprendre l'étendue de leur tromperie. Je l'ai allumé. L'écran de mots de passe brillait dans la faible lumière. Mon cœur se serra. Cela pouvait être n'importe quoi. J'ai essayé son anniversaire. Mot de passe incorrect. J'ai essayé notre anniversaire. Mot de passe incorrect. J'ai essayé le nom de notre chat. Rien. Puis une pensée amère et cynique s'insinua dans mon esprit. Les doigts tremblants, j'ai tapé l'anniversaire de Chloé. Même Gigi Doblea. Cela s'est déverrouillé. Une vague de nausées chaudes et acides m'a envahi. Bien sûr. Bien sûr. Son mot de passe était un hommage à elle. Le manque de respect flagrant et pur me coupa le souffle. Je me suis senti comme une idiote naïve et confiante à nouveau. Avalant mon dégoût, j'ai commencé à chercher. J'ai ouvert ses fichiers. C'était principalement des choses de travail, comme je l'avais déjà vu. Maquette de conception, email client. J'ai vérifié sa galerie de photos. C'était parfaitement propre, juste des photos de paysages et de notre chat. Ils étaient intelligents. Ils n'avaient laissé aucune trace évidente et désordonnée. J'étais sur le point d'abandonner, me sentant vaincu, quand la voix d'Olivia résonna dans ma tête. Les gens sont paresseux. Ils pensent être intelligents, mais ils laissent toujours une trace. Vérifie les endroits qu'ils oublient, la corbeille, les archives, les brouillons. J'ai ouvert son lecteur de stockage cloud, qui était toujours synchronisé avec l'appareil. J'ai méticuleusement vérifié le dossier de la corbeille. Rien. J'ai vérifié les archives. Vide. Mon cœur commença à couler. Puis j'ai vu un dossier étiqueté simplement un brouillon. C'était surtout des emails à moitié terminés, non envoyés, à des clients. Mais en faisant défiler jusqu'en bas, un fichier créé il y a plusieurs mois a attiré mon attention. Il avait un nom étrange et anodin, le plan. Mes doigts tremblaient alors que je tapais dessus. Ce n'était pas un email. C'était une note. Une note longue, détaillée, horrible. C'était une chronologie. Et en la lisant, le sol ne s'est pas seulement effondré sous moi. Tout le bâtiment s'est effondré. Tout était là, en noir et blanc, froid et dur. Un plan méticuleusement conçu, écrit par David pour Chloé. Il détaillait comment ils organiseraient son emménagement chez nous. Il parlait de comment il m'encouragerait à utiliser le coup de pouce de l'héritage de ma grand-mère pour rembourser l'hypothèque restante de l'appartement. La note était effrayante de précision, une feuille de route vers ma ruine financière. Il suffit d'être patient encore 6 mois, ma belle, disait une phrase. Une fois qu'elle aura remboursé la maison avec l'argent de l'héritage, ce sera un bien conjugal à part entière, libre et clair. Nous demanderons le divorce. Ensuite, avec sa grosse nouvelle promotion et son salaire et mon acte d'artiste en difficulté,
le juge n'aura pas d'autre choix que de m'accorder la moitié de la valeur de la maison. Nous forcerons une vente, partagerons l'argent, et nous pourrons enfin acheter cette petite maison près de la côte. Une autre section détaillait comment Chloé devait jouer le rôle de la sœur solidaire et en difficulté pour m'empêcher de me méfier. Dis-lui juste toujours à quel point tu es reconnaissante, à quel point tu ne sais pas ce que tu ferais sans elle. Elle mange ça, c'est sûr. Elle est tellement concentrée sur le fait d'être la responsable. Elle ne le verra jamais venir. J'ai dû le lire 3 fois, mes yeux parcourant les mots encore et encore avant que mon cerveau ne puisse complètement assimiler la pure méchanceté calculée de tout cela. Ce n'était pas juste une trahison. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un arnaque à long terme. C'était une conspiration pour fraude. Ils ne m'avaient pas seulement trompé. Ils avaient activement comploté pour me dépouiller de ma maison, de mes économies et de mon héritage, de ma gentillesse, de mon sens du devoir familial, de ma générosité. Ils avaient tout vu comme un défaut de caractère fondamental, une faiblesse à exploiter systématiquement pour leur propre profit. Le sentiment dans mon estomac n'était plus seulement un cœur brisé. C'était une fureur froide, pure, dure comme le diamant, comme rien de ce que j'avais jamais connu. Ce document, c'était tout. C'était la vérité. C'était mon arme. D'une main maintenant parfaitement stable, j'ai connecté la tablette à l'imprimante sans fil d'Olivia. J'ai imprimé 2 copies de la note complète de plusieurs pages. Puis, pour faire bonne mesure, j'ai pris des photos claires et haute résolution de l'écran avec mon téléphone. Je tenais les pages imprimées dans ma main, le papier encore chaud de l'imprimante. C'était ma preuve. C'était mon pouvoir, et je savais exactement quand et où j'allais le faire exploser. Une semaine plus tard, l'appel que j'attendais est arrivé. C'était mon père. J'avais débloqué son numéro, anticipant exactement ce mouvement. Sa voix était différente cette fois, pas hurlante de colère, mais lourde d'une déception paternelle et condescendante qui était encore plus exaspérante. « Émilie, dit-il, sa voix un soupir bas. Ta mère et moi, nous avons discuté. Nous pensons que cela a assez duré. Ce silence, cette dispute, cela déchire la famille. Nous devons nous asseoir en famille et en parler. Nous tous, ce dimanche chez nous pour dîner. » Je pouvais entendre les mots non dits planer dans l'air comme un épais brouillard. C'est ta chance de t'excuser. C'est ta chance d'être la personne mature et de régler le désordre que tu as fait. Il me convoquait à un tribunal, une cour martiale, où je serais celle qui serait jugée. Il voulait utiliser le poids suffocant immense de la famille pour m'écraser et me faire pardonner et oublier, afin qu'ils puissent tous retourner à leur normalité dysfonctionnelle et confortable. D'accord, papa, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, ne trahissant aucune de la rage triomphante qui chantait dans mes veines. J'y serai. Il semblait audiblement soulagé. Bien, c'est ma fille. Nous te verrons à 18h. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il pensait me tendre un piège. En réalité, il construisait ma scène. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer pour ma performance avec Olivia. Nous avons revu chaque détail, chaque éventualité possible. Elle a joué le rôle de ma mère, de David, me lançant toutes les accusations possibles. Elle m'a conseillé sur ce qu'il fallait dire, comment présenter mes preuves, et surtout, comment garder mon sang-froid. Ils vont essayer de te provoquer, Émilie, m'a-t-elle averti, ses yeux sérieux. Ils veulent que tu cries, que tu pleures, que tu sois émotive. C'est comme ça qu'ils te rejetteront comme hystérique et irrationnel. Tu ne dois pas leur donner cette satisfaction. Tu n'es pas une victime qui plaide sa cause. Tu es une procureure qui prononce un argument final. Sois une chirurgienne. Froide, précise et mortelle. Le dimanche, j'ai choisi mon armure avec soin. Une simple robe fourreau bleu marine impeccablement taillée. Professionnelle, irréprochable. J'ai tiré mes cheveux en un chignon élégant et sévère à la nuque. J'ai fait mon maquillage d'une main stable, une touche d'eyeliner foncé pour rendre mes yeux perçants, un rouge à lèvres neutre qui signifiait que j'étais sérieuse. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait le contrôle total et absolu. Dans mon porte-documents en cuir, j'avais 2 jeux de documents, chacun dans sa propre pochette en plastique transparent. Le premier était une petite collection de photos discrètes mais indéniables de David et Chloé ensemble, s'embrassant dans un restaurant, se tenant la main dans un parc, toutes datées de plusieurs mois avant qu'elle n'ait soi-disant perdu son emploi. Toutes m'ont été envoyées par une amie mutuelle qui ne pouvait plus supporter leur démonstration publique de manque de respect.
Le second document était la copie imprimée de plusieurs pages du plan. J'ai marché jusqu'à la pelouse parfaitement entretenue de mes parents, gravi l'allée familière en briques et sonné à la porte. Mon cœur battait la chamade, un tambour frénétique contre mes côtes, mais mon visage était un masque de calme serein. Mon père a ouvert la porte, un sourire forcé et douloureux sur son visage. « Émilie, contente que tu puisses venir. Entre. » Je suis entré dans la tanière du lion. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. Ma mère, David et Chloé étaient tous disposés dans le salon formel, un espace réservé aux occasions importantes. Ils étaient assis sur les canapés moelleux comme un panel de juges, leurs visages figés dans des expressions sombres et sérieuses. C'était si transparentement mis en scène, c'était presque comique. Je ne les ai pas rejoints sur les canapés. Je suis resté debout, mon porte-document tenu lâchement à mon côté. Mon père s'éclaircit la gorge, prenant place dans son fauteuil préféré, le trône du chef de famille. Très bien, commença-t-il, joignant ses doigts. Nous sommes tous ici parce que cette situation a dégénéré. Nous devons résoudre ça, Émilie. Nous savons que tu es blessée. Nous comprenons cela. Mais ta façon d'agir, jeter ta sœur dehors dans la rue, priver David de son propre appartement et de son compte bancaire, c'était une réaction extrême. C'était cruel. À mon signal, Chloé commença à renifler, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir froissé. « Je ne voulais jamais te faire de mal, Émilie, murmura-t-elle, sa voix épaisse d'une fausse émotion. Je sais que le timing était terrible, mais David et moi, nous n'avons pas pu nous en empêcher. Nous sommes juste tombés amoureux. Nos sentiments sont réels. » David hocha gravement la tête, son visage un masque de sincérité douloureuse. « Je prends toute la responsabilité, Émilie. J'ai été un lâche. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'aime ta sœur, et je veux rendre ce divorce aussi amiable que possible pour le bien de tous. J'ai laissé leur performance pathétique et pré-répétée se terminer. J'ai laissé le silence planer dans l'air. Ils m'ont tous regardé, leurs expressions un mélange de pitié et d'attente, attendant mes larmes, ma colère, mes excuses inévitables. Je ne leur ai rien donné de tout cela. Lentement, délibérément, je me suis dirigé vers la grande table basse en chêne au centre de la pièce. J'ai posé mon porte-document sur le bois poli. Le doux son sembla résonner dans le silence tendu. L'amour, dis-je, ma voix basse et claire, traversant l'atmosphère épaisse comme un éclat de glace. C'est comme ça que vous appelez ça? J'ai ouvert le porte-document et j'ai fait glisser la première pochette en plastique, celle avec les photographies, vers mes parents. Cet amour, le vôtre, semble avoir commencé bien avant que vous n'habitiez chez moi, Chloé, dis-je, mes yeux fixés sur elle. J'ai regardé son visage se décomposer, les fausses larmes se transformer en vraies larmes de panique. Ma mère a halté, sa main portée à sa bouche. Le visage de mon père est devenu pâle, sa confiance paternelle commençant à s'effriter. David a commencé à bluster, sa voix montant. Maintenant, Émilie, ces photos peuvent être sorties de leur contexte. Nous étions juste amis à l'époque. Oh, je ne pense pas, dis-je, le coupant d'un geste vif et dédaigneux de la main. Mais tu as raison. Parlons du contexte. Parlons de quelque chose de bien plus important qu'une liaison bon marché et désordonnée. J'ai encore atteint dans le porte-document. Cette fois, j'ai sorti le deuxième document. Les pages du plan. Parlons de ça, dis-je, les étalant sur la table comme une main de poker gagnante. Je crois que vous avez appelé ça le plan, David. J'ai regardé leur visage alors que le titre s'affichait. C'était une vue magnifique et terrible. Le sang s'est retiré du visage de David, le laissant grisâtre et maladif. Chloé semblait sur le point de vomir physiquement, sa main plaquée sur sa bouche. J'ai ramassé la première page, mes mouvements calmes et mesurés. Je suis sûr que mes parents seraient très intéressés d'entendre parler de votre plan financier détaillé, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté froide et dure que je ne savais pas posséder. Celui où vous avez décidé d'attendre que je rembourse l'hypothèque de mon appartement. L'appartement que j'ai payé avec mon salaire, avec ma promotion, et avec l'héritage de ma grand-mère. J'ai regardé directement mes parents, qui regardaient les documents, horrifiés et confus. Et puis, une fois l'actif libéré de toute dette, vous prévoyez de demander le divorce. Vous avez prévu de m'attaquer en justice, en affirmant que vous étiez un artiste en difficulté et en utilisant les lois sur les biens communautaires pour exiger la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie adulte. Je me suis penché, ma voix tombant à un murmure,
et j'ai lu une ligne directement des propres mots perfides de David. Elle est tellement concentrée sur le fait d'être la responsable, elle ne le verra jamais venir. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence d'une dévastation catastrophique absolue. Mes parents regardaient, horrifiés, non pas moi, mais les deux personnes qu'ils avaient si fermement et aveuglément défendues. Les masques avaient été arrachés, et la vérité laide, gourmande et monstrueuse était exposée pour qu'ils la voient tous. David, dans un dernier acte désespéré et idiot de pure panique, s'est lancé à travers la table basse, essayant de m'arracher les papiers des mains. « Donne-moi ça » grogna-t-il, son visage déformé par un masque de rage et de peur. C'était un mouvement maladroit et violent qui a fait tomber un verre à eau en cristal, le brisant sur le bois franc. Mon père, sorti de sa torpeur, a bondi de son siège. « David, arrête. Reprends-toi. » Je n'ai même pas tressailli. Je me suis contenté de faire un pas en arrière, gardant les papiers hors de sa portée, laissant son agression et son désespoir le condamner complètement. J'ai regardé mes parents stupéfaits et sans voix. « Ceci, ai-je dit, ma voix calme alors que je désignais l'homme pathétique et se débattant par terre, et l'homme avec qui vous vouliez que je me réconcilie. C'est la famille que vous vouliez tellement préserver. » Je me suis retourné, laissant les preuves accablantes étalées sur la table. Sans un mot de plus, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Personne n'a essayé de m'arrêter cette fois. Alors que ma main fermait la poignée de la porte, j'ai entendu la voix de ma mère, qui n'hurlait plus, mais un murmure brisé et horrifié. « Chloé, comment as-tu pu ?» Ce n'était plus une question de ma cruauté. C'était une question de la leur. Je n'avais pas seulement gagné une dispute. J'avais fait exploser leur fausse réalité entière. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis sorti dans l'air frais du soir, respirant librement pour la première fois depuis des années. La route du retour vers l'appartement d'Olivia fut calme. Il n'y eut pas de poing levé triomphant. Il n'y eut ni rage, ni larmes, juste un profond sentiment de libération jusqu'à l'os. L'immense poids que j'avais porté sur mes épaules toute ma vie était enfin, heureusement, parti. Le divorce fut rapide. Avec l'expertise impitoyable d'Olivia et les preuves documentées indéniables de conspiration pour fraude, David n'avait aucune chance. Il n'a pas obtenu la moitié de l'appartement. Il n'a pas obtenu un centime de mon héritage ou de mes économies. Il est parti avec ses valises de vêtements et une montagne de dettes juridiques de son propre avocat raté. L'appartement, mon appartement, est resté à moi, libre et clair. Ma relation avec ma famille était fracturée, peut-être de façon permanente. Ma dernière communication avec eux ne fut pas une confrontation larmoyante, mais un email court et clair que j'ai envoyé à mes parents une semaine après le dîner désastreux. J'ai besoin d'espace et de temps pour guérir des dommages profonds qui ont été causés, ai-je écrit. La confiance a été complètement détruite. Je vous contacterai quand et si je serai prête. S'il vous plaît, respectez ma limite. Pour la première fois, j'avais fixé une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir car c'était moi qui détenais tout le pouvoir. J'ai décidé de vendre l'appartement. Il y avait trop de fantômes, trop de souvenirs douloureux gravés dans les murs eux-mêmes. Je l'ai vendu, j'ai fait un profit net sur le marché des vendeurs, et j'ai acheté un condo plus petit et plus lumineux dans un autre quartier de la ville. Il avait un balcon qui donnait sur un parc, et c'était un endroit qui était entièrement et sans équivoque le mien, rempli de mes affaires, de ma paix, de mon avenir. La guérison n'a pas été une ligne droite. Il y eut des jours de colère latente, et des jours de profonde tristesse lancinante pour la famille que je pensais avoir. Sur les conseils d'Olivia, j'ai commencé à aller à un groupe de soutien pour les personnes qui traversent des divorces difficiles et conflictuels. C'est là, dans un cercle de chaises pliantes dépareillées dans le sous-sol d'un centre communautaire, autour de tasses de café rassis, que j'ai appris que je n'étais pas seul. C'est là que j'ai appris que mon histoire, bien que singulièrement douloureuse, était une histoire de force. Et c'est là, quelques mois plus tard, que j'ai rencontré James. Il n'était pas un chevalier en armure brillante qui est venu me sauver. C'était un architecte calme et gentil avec un sourire doux et des yeux tristes qui portait sa propre histoire de trahison. Nous avons commencé à parler après une réunion un soir, nous liant autour des détails absurdes et partagés de nos batailles juridiques. Il a écouté mon histoire, non pas avec pitié, mais avec une empathie profonde et validante. Et pour la première fois, je me suis senti suffisamment en sécurité pour écouter la sienne. Notre premier rendez-vous fut un café un samedi matin. Nous avons parlé pendant 3 heures. C'était facile, naturel. Il n'a pas essayé de me réparer ou de me sauver. Il m'a juste vu.
Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti vu pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir à quelqu'un d'autre. Cela fait 1 an maintenant depuis ce jour horrible. Ma vie est calme, et elle est belle. Mon travail prospère sans l'épuisement constant du drame familial. J'ai plus d'énergie et de créativité que jamais. Mon petit balcon est maintenant un jardin luxuriant d'herbes aromatiques. L'odeur du basilic frais et du romarin remplit ma cuisine quand je cuisine pour moi-même ou parfois pour James. Nous allons doucement, construisant quelque chose de réel, quelque chose basé sur le respect mutuel, l'honnêteté et une compréhension partagée de la préciosité d'une vie paisible. La semaine dernière, nous aidions dans un jardin communautaire près de mon condo, plantant de nouveaux bulbes de printemps. Alors que mes mains fouillaient la terre fraîche, sombre et riche, j'ai pensé au voyage. La femme qui se tenait dans cette porte, brisée et silencieuse, ressemblait à une personne d'une autre époque. Ce silence, ai-je réalisé maintenant, n'était pas une faiblesse. C'était le moment où j'ai arrêté d'écouter le bruit assourdissant des exigences de tous les autres et où j'ai finalement commencé à écouter le murmure calme et persistant de ma propre estime de soi. C'était l'espace dont j'avais besoin pour rassembler mes forces. La justice pour moi n'était pas une explosion bruyante et enflammée de vengeance. C'était l'acte calme, régulier et délibéré de reconstruire une vie selon mes propres termes. C'était le claquement solide d'un nouveau verrou, le clic satisfaisant d'un bouton de blocage sur mon téléphone, et la croissance paisible et silencieuse d'un nouveau jardin. Mon jardin planté et arrosé par mes propres mains. Merci d'avoir écouté mon histoire. Il n'a pas été facile de la partager, mais j'espère qu'elle aidera quelqu'un qui se sent invisible, tenu pour acquis ou piégé. Ma question pour vous tous est la suivante, avez-vous jamais eu un moment qui vous a forcé à recommencer complètement? Et quelle a été la première étape que vous avez franchie pour vous réapproprier votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a touché, merci de liker et de vous abonner pour plus.